La première rencontre, je m'en souviens très bien, il était en train de faire les post-synchronisations de l'Armée des Ombres, qu'il venait juste de terminer. Ça devait être, à mon avis, en novembre 69, il me semble. Et Melville était un grand amateur, un grand amoureux de post-synchronisation, contrairement à beaucoup de metteurs en scène, et de metteurs en scène français en particulier, qui ont horreur de post-synchroniser, qui préfèrent le son direct. Lui adorait faire redire leurs textes, améliorer, changer des phrases. Il était très très habile pour ça. Et donc, je me souviens très bien avoir assisté à comme ça, une séance de post-synchronisation dans le noir. Bon, et puis à un moment donné, la lumière s'est rallumée. Et donc, j'ai vu pour la première fois Jean-Pierre Melville. Et c'était quand même quelqu'un de très, très impressionnant. Et d'assez réfrigérant même. Il pouvait être très charmant, très charmeur, et très affectueux d'une certaine façon, mais pouvait être aussi très, très réfrigérant. Et là, il était plutôt dans le genre réfrigérant. Et dans le genre posture un peu gaulienne, vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que vous avez réalisé que vous postuliez pour être l'assistant de Jean-Pierre Melville? Il parlait de lui à la troisième personne. Bon, alors c'était pas vraiment un contexte très, très sécurisant, mais j'avais très envie de faire ça. C'était une occasion unique de travailler. J'avais déjà fait des films et des films avec des metteurs en scène importants, mais Melville, c'était déjà à cette époque. D'ailleurs, je crois que ça a toujours été un mythe. Les metteurs en scène avaient l'habitude généralement d'indiquer le plan qu'ils voulaient, et puis ensuite le plateau appartenait à l'assistant, et c'est lui qui réglait entièrement les plans. Et donc on l'allait chercher, le metteur en scène, dans sa loge, on lui disait « Monsieur, le plan est prêt à tourner ». Donc il venait, il faisait une répétition, il tournait ou il tournait pas. Et dans le cas de Melville, c'était particulièrement clairement établi comme ça. C'est-à-dire qu'on allait le chercher au dernier moment. Il disait, vous êtes bien prêt? On disait, oui, monsieur Melville, on est bien prêt. Et croyez-moi, avant d'aller le chercher, on avait vraiment vérifié qu'on était bien prêt. On avait multiplié les répétitions, bon, et vérifié tout ce qui éventuellement pourrait ne pas aller. Et Melville ensuite arrivait, faisait une répétition, et soit il tournait, et en général il faisait une seule prise, c'était son habitude, puisqu'on considérait que c'était absolument inutile de faire ce qu'on appelle des prises de sécurité, où en général la première prise était la bonne et il s'arrêtait là. Ou bien la répétition ne lui convenait pas, il repartait dans sa loge. Ce qu'il faisait n'était pas commun. Donc chaque journée est surprenante. Alors elle était surprenante pour des tas de raisons, mais on était jamais déçus si bon, ça se passait jamais comme on l'avait prévu. Mais plus sérieusement, au niveau de sa mise en scène, il ne prenait jamais les. C'était toujours intéressant de se dire, on relisait son scénario la veille ou le matin. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Parce que les séquences ne paraissaient pas bien étonnantes. C'est de ça dont je me souviens le plus. Les séquences, si vous prenez en soi les séquences dans le train entre Bourvil qui convoie Jeanne-Marie à Volonté, si vous prenez le texte du scénario, c'est pas bien extraordinaire. C'est pas un metteur en scène commun, pas spécialement maladroit, va faire une scène très courte. Alors que Melville, il avait toujours ce sens, il avait une phrase que j'adore, il disait « Mon coco, on va dilater ». Alors dilater, ça signifie que d'une toute petite chose qui prenait 3 lignes dans le scénario, il faisait une grande affaire. Et effectivement, il y a un suspense formidable dans les scènes du train, au début, où vraiment c'est magnifiquement filmé, je trouve, et la situation est toute simple, toute simple. Il dilate. Il se voulait américain un peu, il était très admiratif de l'Amérique, donc c'est très curieux, les polars de Melville sont à la fois très français et dans la mesure où ils sont installés dans une mythologie, cette mythologie n'est pas française, elle est très très inspirée du cinéma et des mythes américains, des mythes du film noir américain. Alors lui était de toute façon très pétri d'Amérique, c'était quelque chose qui le faisait fonctionner profondément. Il avait une énorme voiture américaine,
Et l'un de ses plaisirs favoris, à cette époque-là, le périphérique autour de Paris était en construction. Et donc, l'un de ses bonheurs, c'était en pleine nuit de m'emmener sur le périphérique, d'aller se balader dans le périphérique. Et comme il n'aimait pas être seul, il m'emmenait dans la balade. Et donc, au volant de son énorme voiture américaine, et en mettant à fond la caisse, la stéréo, qui était une nouveauté à l'époque, les cartouches stéréo 8, je crois que ça s'appelait. Voilà, alors là, tout à coup, il était ailleurs. Il disait, croyez-vous que c'est beau, mon coco, croyez-vous que c'est beau, parce que ça allait évoquer tout à coup l'Amérique. C'était un périphérique, il y avait un large boulevard, et ça allait évoquer Los Angeles. C'était quelqu'un qui était assez touchant de ce point de vue. Touchant, je ne veux pas dire par là qu'il était naïf, mais il avait quelque chose d'un peu naïf dans son, au très bon sens du terme, dans son admiration de l'Amérique, oui. Le problème, c'est que Melville avait horreur de tourner les films. C'était un cauchemar pour lui, parce que Melville vivait la nuit. C'était un homme de la nuit. Donc, lorsqu'il ne tournait pas, pratiquement, il passait sa journée au lit, en pyjama, toutes les fenêtres fermées, tous les volets fermés, et il vivait entouré de journaux, voilà. Et puis, lorsque la nuit tombait, il s'habillait et il sortait. C'était un oiseau de nuit. Donc déjà, le fait de se lever pour aller tourner et d'être exposé au jour était quelque chose de tout à fait intenable pour lui. Alors en studio, c'était plus supportable, disons. Mais quand on tournait vraiment en extérieur et quand on faisait des horaires en commençant comme on commence à 9h du matin ou quelque chose comme ça, là c'était vraiment dramatique. Il avait horreur de ça, il détestait ça. Et de toute façon, la mécanique du tournage ne l'intéressait pas du tout. Ça ne lui plaisait pas. Ce qui lui plaisait, c'était de faire des films. Mais si vous voulez, c'était l'objet fini. Et c'était surtout le montage, beaucoup. Il travaillait pendant des mois et des mois et des mois au montage. Le montage était installé chez lui. Il descendait à toute heure du jour et de la nuit au montage. Et c'est là que se faisait le film pour lui. Et dans un rapport intime avec ces images. Mais la confection du film n'était pas du tout quelque chose d'intéressant pour lui. C'était quelque chose de douloureux, de pénible, d'agressif, et qui le rendait très souvent très désagréable. Et c'était un homme passionnant, tout à fait passionnant. C'est le tournage qui le rendait. Le tournage le mettait dans des états épouvantables. C'est un metteur en scène. C'est un metteur en scène. C'était quelqu'un qui a une forte idée de ce à quoi il veut arriver. Les choses ne vont jamais aussi vite, elles ne vont jamais aussi loin, elles ne sont jamais aussi exactement conformes à ce qu'il imagine. Il a toujours le sentiment qu'autour de lui, les gens ne réagissent pas suffisamment vite et ne comprennent pas suffisamment bien ce qu'il souhaite. C'est une réaction assez... qui est assez... que je peux comprendre très bien. Il y avait un système Melville, c'est-à-dire que c'est très bizarre. Un acteur avec Melville, il n'avait pas besoin de s'exprimer, devenait un acteur de Melville. Un décor devenait un décor de Melville. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Il avait un style qui était très fort et qui recomposait le monde et les choses autour de lui se recomposaient suivant un regard melvillien. Alors ça paraît un peu métaphysique, ce que je vous dis, ou abstrait, ou un peu farfelu, mais c'était vraiment comme ça. Alors il n'arrivait pas avec un découpage, vous voyez, comme par exemple j'avais été stagiaire dans un film d'Henri-Georges Clouzot, que finalement Clouzot n'a pas fini, L'Enfer, que Chabrol a tourné plus tard. Et Clouzot, tout était dessiné, tout était absolument installé, préparé, avec des plans, des élévations, des croquis. Bon, mais pas du tout Melville, pas du tout. Melville avait une idée de la scène, Et puis après ça, il donnait cette idée, on organisait les choses, il regardait et il pouvait tout changer très rapidement. Il avait des intuitions géniales.
sans doute le metteur en scène le plus fort que j'ai rencontré, il y avait des vraies intuitions d'installation dans l'espace des mouvements, des acteurs, vous voyez, d'utilisation de l'espace. Ça, il était vraiment fort. Il en connaissait un rayon. Pour être tout à fait honnête, j'étais surtout frappé de la manière dont il transformait un scénario que je trouvais assez banal et même pas très très bon, et en un truc formidable, quoi. C'est de la pure mise en scène pour moi, le Cercle Rouge. C'est vraiment du cinéma, de la mise en scène. Ça n'existe que par la force de la mise en scène, du travail de la caméra, de la lumière, des décors, de la façon dont évoluent les comédiens. Si vous regardez attentivement le Cercle Rouge, beaucoup plus que par l'intérêt proprement dit de l'histoire. Si vous mettez l'histoire à plat, pour la première fois que j'ai lu le scénario, j'étais un peu... Je me disais, mais comment on peut faire un film avec ça? Vous voyez, et chaque jour après, j'étais quand même très surpris de voir à quel point il savait transformer quelque chose qui paraissait assez simple et peut-être déjà raconté en une chose tout à fait étrange et qui appartenait à son univers, comment il s'appropriait les choses. Le terme diriger des acteurs ne convient pas du tout au travail de Melville, en fait. Je crois qu'il faudrait mieux dire inspirer les acteurs. Vous voyez, je n'ai jamais entendu donner une indication à un acteur. C'est encore la même chose que les acteurs devenaient des acteurs melvilliens. Alors, il avait des trucs pour ça, mais des trucs alors, des acteurs comme Delon, qui avait déjà travaillé avec lui, étaient naturellement des acteurs melvilliens. Donc, ils arrivaient, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire, ils repartaient. Quand Melville choisissait un acteur, que ce soit un acteur de premier plan, un acteur de second plan, une silhouette, il avait un instinct très sûr et il ne les dirigeait pas du tout. C'était le fait de les choisir, eux, pour faire tel rôle qui faisait que tout à coup, l'acteur rentrait dans son système. Donc, par exemple, il avait un sens extraordinaire pour confier tout à coup un rôle important à un figurant. Quelqu'un qu'on avait toujours vu comme figurant, tout à coup, il disait « Monsieur », parce qu'il connaissait tous les figurants. À cette époque-là, il y avait des figurants professionnels. Donc on connaissait leur nom, leur prénom, etc. Bon. Et on les revoyait à chaque film, on disait pour telle séquence, je voudrais monsieur un tel. Bon. Et Melville les connaissait très très bien, aimait certains d'entre eux, les réclamait, et quelquefois leur donnait un rôle. Alors, vous voyez, c'était le fait que tout à coup, ces gens qui s'étaient résignés, qui étaient souvent des acteurs un peu ratés ou des gens de music hall pour qui ça ne marchait plus, etc. Tout à coup, ils étaient magnifiés, là encore, par un rôle qu'ils n'avaient pas attendu, un costume qu'on leur faisait, il devenait important et ils s'intégraient, ils changeaient. Melville les métamorphosait, mais sans avoir besoin de parler. Il avait des idées. Dans le Cercle Rouge, il y a un chef d'orchestre, un très bon chef d'orchestre d'ailleurs, André Ekian, qui joue un rôle de gangster comme ça, et qui est très impressionnant, parce que sa tête était bien, et il utilisait sa maladresse d'acteur. C'était tout à fait étonnant. Le propre d'un très grand metteur en scène, c'est que c'est très difficile de dire par où ça passe. C'est compliqué. Simplement, il a des idées qu'on n'a pas. Voilà. Tout à coup, il vous étonne. Le metteur en scène vous étonne. Quand on est assistant et quand on a soi-même l'idée qu'on va faire des films plus tard et que donc on est dans une sorte de phase d'apprentissage comme ça, on regarde attentivement comment font les gens avec lesquels on travaille. Ce qu'on peut attendre de mieux d'un metteur en scène, c'est qu'il vous épate. Melville était un amoureux des bêtes, c'était un ami des bêtes. Il traitait d'ailleurs beaucoup mieux les bêtes que les gens en général. Et il avait alors, bon, sa maison était envahie de chats, il aimait les bêtes. Et alors il aimait aussi les reptiles, les animaux divers que les régisseurs étaient allés chercher sur les quais. Voilà, et qu'ils avaient ramené, dont on avait bourré ce fameux placard. Alors il y avait un mélange d'animaux animés par des
par des marionnettistes, plus des vrais, mêlés à des vrais. Mais évidemment, ils étaient. Alors, bon, ceux qui étaient animés par des marionnettistes avaient des mouvements qui n'étaient pas toujours très vrais. Quant aux véritables animaux, ils n'avaient qu'une idée, se planquer dans le placard et surtout ne pas sortir. Donc il fallait bien les pousser, les piquer, etc. Et si par hasard on avait le malheur d'attraper d'attraper un animal quelconque et de le tirer un peu fort, Melville disait oh, vous n'y pensez pas, vous lui tirez sa petite patte. Alors bon, donc c'était assez. C'est anecdotique ce que je vous raconte évidemment, mais après tout c'est ce que vous me demandez. et non, c'était difficile, c'était grotesque, c'était comme sont souvent ce genre de séquences, c'est-à-dire que c'est à mourir de rire et en même temps c'est très tendu parce qu'on a beaucoup de mal à arriver à ce qu'on veut. Et par là-dessus, Montand étendu sur son lit avec la bave qu'on lui mettait au coin des lèvres. Bon, je garde un souvenir tellement échevelé et grotesque de cette journée de tournage que je suis toujours stupéfait du résultat et de voir l'effet que ça fait sur le public encore aujourd'hui, ces scènes qui étaient bricolées. Je me souviendrai toute ma vie de Melville arrivant donc là-haut. Il y a une vue magnifique là, sur les toits de cette place Vendôme et réclamant son fauteuil. Donc, c'était quand même un spectacle tout à fait extraordinaire de le voir installé là-haut sur un toit comme s'il était en studio avec son Stetson, ses Ray-Ban et dirigeant son film très tranquillement, enfin aussi tranquillement qu'il pouvait être tranquille quand il tournait. C'était pas du tout Bourvil qui devait faire le rôle, c'était Ventura. Et Ventura s'est fâché, parce que Melville avait un grand talent quand même pour se fâcher avec les gens. Et c'est Robert Dorfman qui lui a dit « Vous devriez prendre Bourvil ». Et je me souviens très bien que Melville me disait « Mais c'est une idée, c'est une idée ridicule. Bourvil, en commissaire de police, à chaque fois qu'il va ouvrir la bouche, on va penser qu'il va chanter la taccatique du gendarme. Elle vendait des crayons, elle vendait des cartes postales et aussi des crayons, qui étaient les chansons populaires de Bourvil. Et donc pour lui, c'était pas un acteur melvillien, quoi. Et c'est là que je vous dis que Melville ne dirigeait pas les acteurs, ils avaient un sens extraordinaire pour les faire rentrer dans son univers. Et je me souviens très bien comment il s'y est pris avec Bourvil. C'est pas du tout passé par des explications ou des discussions, parce que c'était complètement étranger à la façon de faire de Melville. Il a commencé par... Ça s'est passé en 3 étapes, en fait. Il a commencé par lui faire des costumes par le plus grand tailleur de Paris, je ne me souviens plus qui, mais voilà. Et Bourvil, qui n'avait jamais été bien habillé de sa vie, qui était cet homme simple, d'origine paysanne, il avait les moyens de s'acheter des costumes, mais pas... Melville était un homme très chic, qui connaissait très bien les beaux tissus, les bons faiseurs, les chausseurs, les chapeliers, etc. Bon. Et donc, pour la première fois de sa vie, Bourvil s'est vu avec des costumes impeccablement taillés qui lui allaient absolument parfaitement. Et tout à coup, il se regardait, je vois encore Bourvil disant « Mais je suis beau, je suis beau ». Après ça, Bourvil avait une légère calvitie, il lui a fait faire un toupet. Et donc, Bourvil se regardait dans la glace, il se reconnaissait de moins en moins. Après ça, on est allé chez un grand chapelier et il lui a fait essayer un chapeau, des chapeaux. Et Bourvil ne portait pas de chapeau, on ne portait plus d'ailleurs de chapeau à cette époque. Et donc la silhouette de Bourvil changeait de plus en plus. Et véritablement, Bourvil n'était plus Bourvil, il était comme on est quand à la fois les choses lui allaient bien, donc il n'était pas gêné, mais en même temps il n'était plus le même homme, il ne pouvait plus jouer de la même façon. Et enfin, et là c'est vraiment une intuition quand même formidable, c'est que
Bourvil qui traînait sur toutes les syllabes, qui était un Normand, etc., il lui a demandé d'avaler les mots, comme par exemple de dire je vais, de dire je vais, systématiquement, faire l'élision des E, etc., vous voyez. Et alors c'était un boulot fou, quoi. C'était un boulot fou pour Bourvil, parce qu'il n'était pas du tout habitué à parler comme ça. Et comme c'était un homme très consciencieux, très bon, très consciencieux, très travailleur, et puis un homme de music hall, c'est-à-dire, comme Montand d'ailleurs, un homme habitué à apprendre des choses qu'il ne sait pas faire. Vous voyez, comme un numéro. Bourvil l'a fait, a pris tout son texte comme ça. Mais c'est vraiment donné un mal de chien. Et alors je vous assure que quand vous jouez la comédie en réfléchissant à dire je vais au lieu de je vais, et ça 18 fois par phrase, vous n'avez pas le temps de penser à jouer l'inspecteur, je ne sais pas quoi, vous enlevez complètement de votre tête des choses qui sont habituellement ce qui préoccupe les comédiens. Et vous devenez un acteur melvillien, c'est-à-dire un acteur d'une grande sobriété, un peu comme différemment, mais un peu comme un acteur de Bresson, c'est-à-dire avec une certaine hiératisation des attitudes, des façons de s'exprimer, une certaine mécanisation un petit peu. Bourvil, qui n'était pas un acteur melvillien au départ, est devenu un acteur melvillien. Et d'ailleurs, Melville le respectait beaucoup. Bourvil était très fatigué, il était très malade à cette époque déjà. Il ne quittait pas le plateau pratiquement, mais il était là, il était toujours très consciencieux, et il y avait un grand respect finalement. Et Bourvil ne s'est lâché que le dernier jour, et le dernier jour du tournage de Bourvil, on avait tourné les scènes de la mort, de Montand, etc., bon, et de Delon. Hein. Et donc Bourvil remontait, c'est les derniers plans du film, il remontait avec l'inspecteur général des services, je sais pas quoi, et alors tous les hommes, oui, tous les hommes, Monsieur Mattei, etc. Donc une scène très dramatique, que pour une fois d'ailleurs un travelling qu'on refait plusieurs fois. Et à la fin, Bourvil vient voir, qu'il n'avait rien dit depuis 3 mois qu'on tournait, qu'il n'avait rien demandé de particulier à Melville, va voir Melville, lui dit Monsieur Melville, est-ce que je pourrais en faire encore une pour moi? Melville, très très étonné, lui dit mais oui, naturellement, Monsieur Bourvil, chariot au départ. Alors on met le travelling au départ, et donc c'est là qu'il y a ce plan merveilleux où Bourvil remonte, alors le vieil acteur qui faisait le directeur de la police, ou je sais pas quoi, lui dit mais alors, tous les hommes se combattent? Oui, tous les hommes. Et Bourvil qui dit pas tous, monsieur l'inspecteur, parce que la du gendarme, voilà. Et alors, bon, évidemment, éclat de rire général, y compris de Melville, qui aimait bien rire, malgré tout. Et voilà, ça a été la seule fantaisie que s'est permise Bourvil. Jeanne Maria Volonté, les choses sont passées beaucoup plus difficilement. Il n'aimait pas du tout Melville. Melville le lui rendait bien, et donc il est très bien, il est formidable dans le film, je trouve, moi. Vraiment formidable. C'est un acteur merveilleux et un homme formidable. Mais il n'aimait pas, il ne voulait pas se laisser avoir par Melville. Il était en résistance, quoi. Et évidemment, quand on était en résistance comme ça avec Melville, c'était sûrement la plus mauvaise façon de faire. On était sûr de passer un mauvais quart d'heure. Alors, c'est allé très loin. Jeanne Maria Volonté a quitté le plateau pendant 1 ou 2 jours, si je me souviens bien. Et je me souviens que c'est Delon qui a été très bien, très bien à cette occasion-là, et qui n'avait pas de rapport particulièrement amicaux avec Volonté, mais c'est lui qui l'a ramené sur le plateau, enfin qui est arrivé à le convaincre que, voilà quoi. Il avait commencé un film, il fallait le finir. Mais l'autre était prêt à aller en prison, à rembourser, je ne sais plus, jusqu'à la fin de ses jours, pourvu qu'il ne tourne pas avec Melville. Plus avec Melville. Ils ne se sont jamais bien entendus.
Les deux hommes étaient très différents. Volonté était un personnage rigoureux, engagé. Je crois que tout ça l'ennuyait prodigieusement. Il n'aimait pas et il n'avait pas envie de jouer cette comédie-là. Il se demandait, je pense, ce qu'il venait faire là, vous voyez. Ça n'empêche absolument pas d'être bon, hein, quelquefois même. Quelquefois, c'est très bien d'être en résistance. Il y a pas... Chacun trouve sa façon de... son aliment personnel, son combustible personnel, d'une façon quelquefois très paradoxale. Delon c'était un gigantesque acteur, Delon, et c'était un prince. C'était quelqu'un qui avait son rythme propre, qui était quand même quelqu'un de tout à fait stupéfiant, vous voyez. Donc il disait à quelle heure je tourne, telle heure, il arrivait à telle heure, la voiture le déposait devant le plateau, il rentrait, il jouait, il repartait. C'était très spécial, vous savez, c'était pas du tout une chic bande de copains. C'était assez dur, les rapports. Donc, mais c'était pas avec les acteurs, il n'y avait pas d'esclandre, pas du tout. D'ailleurs, il n'y avait pas de hurlements sur un plateau de Melville, pas du tout. C'était pas ça. C'était pas des. Melville n'était pas un gueulard, n'était pas un homme qui se. Simplement, il maintenait une telle exigence, et quelquefois, il le manifestait avec tellement d'injustice ou de mauvaise foi que forcément, les gens étaient très tendus, et que quand les gens sont très tendus, bah, quelquefois, ils font des bêtises qu'ils ne feraient pas s'ils l'étaient un peu moins. Yves Montand était très, très tranquille et très discipliné, pas vraiment impressionné. Il était très content de tourner, très fier de tourner avec Melville, très fier. Il était très fier de rentrer dans cet univers. Il est très bien dans le film. Ça lui convenait très bien. Il était très très heureux de faire ça, quoi. Voilà. Donc il n'a jamais souffert spécialement. Je crois qu'il s'en foutait un peu. Parce que il y avait une manière de prendre Melville par l'humour. D'ailleurs, c'était un personnage bizarre parce que très souvent, quand il lui arrivait de se mettre en colère ou quand on était en tête à tête, après il disait « Mon coco, pourquoi vous ne m'avez pas empêché ?» Alors, lui, j'étais quand même un très jeune homme, lui était beaucoup plus âgé que moi. J'étais assistant, il était un grand metteur en scène. Bon. Mais alors voilà, il fallait arriver à trouver le truc qui le faisait... parce que lui, il avait un grand sens de l'humour. Et donc, quand tout à coup le paradoxe des choses lui apparaissait, il était capable brusquement de revenir sur Terre très rapidement. Et c'est un personnage compliqué. Je crois que ce qu'on apprenait avec Melville, quand on avait soi-même l'idée, l'envie, le désir fou de faire du cinéma, c'était que les choses se font sur le plateau. Voilà. Les idées, on les a à différents moments, bien sûr. On les apprivoise, on peut réfléchir à des tas de choses, mais là où se joue un film, un plan, c'est sur le plateau, dans l'instant. Vous voyez, je crois que ce qu'on apprenait avec Melville, c'est que ça va jamais de soi un tournage, ça va jamais de soi une journée de tournage, un plan. Il faut pour chaque plan, tout à coup, développer une énergie, une créativité. Et tant qu'on n'a pas dit couper et qu'on passe au suivant, il y a toujours quelque chose qu'on peut faire pour un plan. Et une idée nouvelle qu'on peut avoir. C'est jamais trop tard. Alors les gens autour de vous vont se plaindre, vont trouver que vraiment on aurait pu y penser avant, mais ça n'a pas d'importance au fond. C'est pas une question d'être dur avec les gens, mais avec les techniciens ou des collaborateurs dont certains vous accompagnent depuis longtemps. Mais le plus important, c'est au moment essayer de faire qu'il y ait toujours une idée nouvelle, que ça ne soit jamais une routine. Et lui était très fort pour ça. Il avait des idées, des vraies idées. C'était pas l'exécution de quelque chose comme ça. Bon, et il bousculait l'univers professionnel.